Politique contractuelle, le gouvernement ne cède pas. Le nombre de demandes d'emploi reste très élevé et les offres diminuent. Malaise en Espagne à la veille du référendum. Les Français organiseront peut-être une transat en 78. La construction navale en difficulté, c'est le dossier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après la politique en vedette hier, comme prévu, c'est l'actualité sociale qui prend le relais aujourd'hui. Avec d'abord cette petite phrase attendue à l'issue des négociations au charbonnage de France, la progression garantie des salaires de 2% ne sera pas assurée l'année prochaine. Comme à l'EDF-GDF, le gouvernement, par entreprise nationalisée et interposée, n'a pas cédé d'un iota et n'a pas varié de ses positions. La lutte contre l'inflation passe d'abord par une progression des salaires égale à celle des prix, égale mais pas supérieure. Raymond Barre ne manque pas une occasion de le rappeler. Mais là, passe cet enchaînement un petit peu mécanique, pas de grève au charbonnage. Ce n'est pas le même scénario qu'à l'EDF, où il y aura des arrêts de travail et donc des coupures de gaz et de courant demain et après-demain. Comme on pouvait s'y attendre, aucun accord n'a été signé ce matin entre les syndicats et la direction des charbonnages sur les salaires 1977. La progression de 2% du pouvoir d'achat ne sera pas garantie l'an prochain. C'est la conséquence d'une situation économique difficile, dit la direction. C'est une nouvelle remise en cause de la politique contractuelle, affirment les représentants des mineurs. On se reverra en janvier, mais d'ici là, le ton monte à l'approche des fêtes dans le bassin houillé, où les syndicats pourraient appeler à des arrêts de travail symboliques, et dès ce soir. Grève partielle aussi demain au gaz et à l'électricité, c'est la conséquence de la rupture consommée vendredi dernier entre les partenaires sociaux. Mais les coupures de courant seront limitées de 14h30 à 16h30 mardi et de 9h30 à 11h30 mercredi. En plein hiver et à l'approche des échéances électorales, les syndicats ne veulent manifestement pas trop gêner les usagers et se mettre à dos l'opinion publique. Malgré ces coupures de courant, les entreprises seront quand même ouvertes, c'est ce qu'a demandé le CNPF à ses adhérents. Voici maintenant un autre type de conflit social, sans aucun rapport avec le précédent, mais dont les incidences pourraient gravement vous toucher. Il s'agit d'un domaine qui, je pense, vous est cher, puisque vous êtes devant votre poste de télévision. Il s'agit de la télévision, tout simplement. Vous savez que depuis près d'un mois, les comédiens, les artistes de variété en général, sont en grève, et que cette grève est en train de compromettre très sérieusement les programmes de fin d'année, ces petits cadeaux que chaque chaîne, et permettez-moi de vous le dire en toute modestie, notamment Antenne 2, de ces petits cadeaux que la télévision met dans vos souliers. Depuis 2 heures, 2 heures et demie, les comédiens négocient à nouveau avec le patron de la SFP, la société qui assure la fabrication de la plupart des émissions. On disait un peu que ce serait la négociation de la dernière chance. 50 tournages interrompus, les plateaux des Chaumont désert, 3 syndicats de comédiens, tous travaillant pour la radio et la télévision, tous en grève depuis le 18 novembre. Pourquoi? Les comédiens réclament plusieurs choses. D'abord, un accroissement des émissions de création, car ce ne sont pas les feuilletons achetés tout faits aux Amériques qui font travailler les comédiens français. Ensuite, en cas de rediffusion, intéressement des comédiens. Enfin, et c'est capital pour les plus modestes d'entre eux, un salaire minimum journalier, une sorte de SMIC du cachet. Après bien des escarmouches en ordre dispersé, les comédiens discutent maintenant avec un monsieur bons offices unique. Monsieur Hedlin, patron de la SFP, négocie au nom de toutes les sociétés avec les comédiens dans son fief du cinéma Empire. De cette réunion, il peut sortir soit une reprise des tournages, soit un blocage. Alors, cela signifierait un western de série B ou quelque chose d'analogue sur vos petits écrans des fêtes de fin d'année. Cette entrée des artistes, c'est celle de l'Empire, la grande salle de la SFP avenue de Wagram. Mais les artistes qui sont entrés ici ne l'ont pas fait pour monter sur la scène. Depuis près de 3 heures maintenant, leurs représentants négocient enfermés ici avec les patrons des chaînes de télévision. Et sous la présidence de M. Hedlin, ils négocient leurs revendications. Peu de choses jusqu'ici à filtrer de cette réunion à huis clos. Il semble toutefois qu'on penche vers un certain optimisme. Mais si un accord venait à survenir, il est très peu probable qu'il surgisse avant une heure très avancée de la soirée, ou peut-être même de la nuit. Troisième type de conflit, celui des chantiers navals de Saint-Nazaire. Là encore, il s'agit de salaire, mais le partenaire d'en face n'est pas l'État. C'est une société privée, Alstom Atlantique. Les grévistes ont évacué ce matin le pétrolier Bellamia, qu'ils occupaient depuis 3 jours.
Tout cela s'est passé sans heurts, sans intervention de la police. Et les négociations ont même pu s'engager puisque la direction a accepté de rencontrer l'intersyndicale. Elle avait mis pour préalable l'évacuation de ce pétrolier, car il est très rare dans l'histoire des chantiers navals, je mets donc à part le France, très rare qu'un bateau soit occupé. Depuis ce matin, ce pétrolier géant de 550 000 tonnes n'est plus occupé en effet. À 9 h, l'intersyndicale CGT, CFDT et FO des chantiers navals a pris la décision de mettre fin à l'occupation qui durait depuis le 7 décembre. L'action des grévistes continue cependant et les piquets ouvriers restent en faction devant le Bel Amia. Le conflit n'est donc pas terminé, loin de là, mais ce soir on apprenait que la direction acceptait de rencontrer l'intersyndicale et donc d'ouvrir des négociations. Reste à savoir ce que pourra et ce que voudra accorder la direction. Le conflit avait éclaté à propos du renouvellement de l'accord salarial qui intéresse 10 000 travailleurs et il risque de donner lieu à des négociations très difficiles, car il y a en toile de fond les problèmes graves que connaît la construction navale en France en ce moment. Oui, d'ailleurs, nous reviendrons plus largement sur Saint-Nazaire avec un dossier en fin de journal sur ce problème des chantiers navals. Voilà donc plusieurs types de conflits, plusieurs éruptions, mais qui ne donnent pas l'impression que le climat social est pourri. Dans le jargon syndical, ce n'est pas ce que l'on appelle un automne chaud. Alors pourquoi ? Cela tient d'abord beaucoup à l'attitude des syndicats. On a un petit peu l'impression qu'ils freinent leur base, qu'ils pratiquent un certain attentisme. Serait-ce un choix entre une tactique syndicale à court terme et une approche politique à plus long terme? C'est la question que nous avons posée à Edmond Maire. Il est vrai que la réaction très brutale du gouvernement, que ce soit la caisse d'épargne, que ce soit dans le secteur public et nationalisé, tend à mettre les travailleurs le dos au mur, une sorte de tout ou rien. Et un des risques serait que nous nous laissions aller, j'allais dire, à la voie de la facilité. La facilité, c'est qu'il y a une attente chez les travailleurs, il y a une inquiétude, une hésitation. Et nous ne voulons pas que cette attente submerge finalement les possibilités d'action. Mais nous ne voulons pas non plus que, par exemple, nous partions en grève illimitée à l'EDF en plein hiver, et que finalement que nous allions à l'échec, parce que l'opinion publique ne l'accepterait pas. Il faut donc mettre au point des formes d'action tenaces, diversifiées, intelligentes, sur une très longue période, pour obtenir des résultats, et pour faire en sorte que ce ne soit plus nous qui ayons le dos au mur, mais le plan Barre et ses mesures tout à fait néfastes. Si j'ai bien compris, bataille syndicale à court terme, mais politique à long terme. Exactement. La bataille syndicale à court terme doit même créer de meilleures conditions pour que la bataille politique soit victorieuse. Attentisme syndical peut-être, attentisme patronal sans doute. Et c'est peut-être pour tirer les oreilles de ces patrons qui se refusent en ce moment à investir que le Premier ministre est venu, sans l'avoir annoncé, à une réunion qui groupait ce matin au ministère du Travail Christian Belac, le ministre, François Sérac, le président du CNPF et plusieurs dirigeants d'entreprise. Raymond Barre est venu leur demander d'améliorer par des investissements une situation de l'emploi qui n'est pas bien fameuse. On vient d'apprendre à l'instant les chiffres des demandeurs d'emploi pour novembre, un tout petit peu plus d'1 million, 1,41 million demandeurs d'emploi, toutes causes confondues. Cela fait quelques milliers de chômeurs de plus qu'en octobre, avec les variations saisonnières, cela fait un petit peu moins. Apparemment, François Sérac a paru réceptif aux propos de Raymond Barre. Il se trouve que le Premier ministre a considéré qu'étant donné l'importance du problème de l'emploi, je crois effectivement que nous serions, nous, les premiers malvenus à en sous-estimer l'importance, et il devait marquer à la fois la volonté gouvernementale dans ce domaine et situer le problème de l'emploi dans le cadre d'une politique générale de l'emploi. Il nous a dit, et je me permets de rappeler sa phrase car elle me paraît très forte, l'inflation est à l'origine pour une large part du chômage. Il faut lutter contre l'inflation pour améliorer l'emploi, mais il faut en même temps faire des efforts particuliers pour accompagner cet effort général. Vous partagez son point de vue? Sur ce point-là, tout à fait. Vous pensez que dans les mois qui viennent, on y verra un petit peu plus clair et que ça va s'améliorer parce que les chiffres de l'emploi aujourd'hui sont encore très mauvais? Les chiffres de l'emploi sont mauvais et c'est pas nous qui avons raconté des histoires au pays à ce sujet. Nous avons dit quelle était la vérité des choses. Mais je pense que si, d'une part, sur le plan économique, les actions dont je parlais, sectorielles en particulier, sont engagées, et si, d'autre part, on s'efforce, à partir d'une analyse des réalités et non pas de vue de l'esprit, d'agir sur le plan précis des jeunes, des femmes, du travail à mi-temps, etc., on doit pouvoir
obtenir aussi une amélioration, et ceci à travers le premier semestre 77. Bon, essayons d'y voir clair après tout ce que nous venons d'entendre et ce que nous avons pu voir. Ainsi, à Saint-Nazaire, les syndicats ont donné l'ordre d'évacuer le navire sans qu'aucun casque de policier apparaisse à l'horizon. Les ouvriers des chantiers navals ont donc quitté en bon ordre le superpétrolier qu'ils occupaient. Cette démarche responsable est à rapprocher d'autres mouvements sociaux. Les grèves de demain et après-demain à l'EDF, suffisamment spectaculaires pour alerter l'opinion, pas trop dures cependant pour ne pas se l'aliéner. Edmond Maire, à cet égard, était très précis il y a quelques instants. Les suites de l'évacuation Manu Militari du Parisien libéré, un baroud d'honneur lundi dernier, suivi presque immédiatement de l'ouverture des négociations, cependant que les attaques quasi quotidiennes des camionnettes de M. Amaury par les ouvriers du livre ont cessé. D'une façon générale, et mis à part le conflit de la Caisse d'épargne de Paris, où personne ne risque de perdre son emploi, quoi qu'il arrive, soit dit en passant, les syndicats tentent bien de mobiliser les salariés, mais se gardent de les lancer dans l'aventure. Pour une fois, c'est vrai, la mobilisation n'est pas la guerre. Alors pourquoi? 3 raisons que je crois il faut reprendre. On n'a jamais vu de conflit social généralisé à 10 jours de Noël, le cœur n'y est pas. Les licenciements qui se multiplient, et ça c'est ce qu'il y a de plus inquiétant, créent un sentiment d'insécurité peu favorable au développement de grandes grèves. C'est ce que rappelle d'ailleurs férocement Michel Jobert dans sa lettre à un chômeur. À quelques mois d'échéance électorale, enfin d'échéance électorale décisive, les syndicats, qui pour la plupart souhaitent la victoire de la gauche, entendent montrer qu'ils ne sont pas des fauteurs de troubles. Le premier à ne pas se plaindre de cette relative modération syndicale, c'est bien entendu M. Raymond Barre, qui peut toujours y voir, quant à lui, une conséquence de sa fermeté. Oui, Raymond Barre qui sera notre invité après-demain dans un C'est-à-dire spécial. Voilà, point final à cette grosse actualité socio-économique. Juste un mot de politique sur cette émulation, cette compétition, comme on voudra au sein de la majorité. Une petite phrase d'Yves Guéna ce matin sur les propos de Michel Poniatowski devant les jeunes giscardiens hier. En nous attaquant, Michel Poniatowski, dit-il, se trompe d'adversaire. Pour l'instant, le RPR de Jacques Chirac prépare son premier meeting public en province, vendredi soir à Strasbourg, présidé par le centriste Pierre Plimelin. Dans une interview à Newsweek, Jacques Chirac a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de créer une crise conduisant à des élections anticipées. Veillée d'armes en Espagne, très précisément avant-veille de cette première consultation électorale depuis très longtemps. Le référendum, c'est pour après-demain. Tout cela dans un climat qui manque pour le moins de sérénité. Il y a d'abord, depuis ce matin, un mandat d'arrêt lancé contre Santiago Carrillo, le secrétaire général du PC. Et puis, il y a toujours les suites de l'enlèvement de M. de Oriol, le président du Conseil d'État du Royaume espagnol. Toujours pas de nouvelles des ravisseurs, mais on a la certitude maintenant qu'il s'agit d'un mouvement d'extrême gauche. 48 heures après l'enlèvement du président du Conseil du Royaume, une seule chose est sûre aujourd'hui, d'après la police et seulement d'après elle, les ravisseurs appartiennent à un mouvement révolutionnaire d'extrême gauche. Cependant, cet enlèvement reste encore très mystérieux et il constitue, à quelques jours du référendum, une provocation très précise, une sorte de défi à l'autorité de l'État. À Madrid, le climat se tend chaque heure un peu plus. Le Premier ministre, M. Suarez, a d'ailleurs annulé un voyage qu'il devait faire demain en Catalogne. Toutefois, on est bien persuadé ici que les ravisseurs de M. Oriol sont manipulés par des éléments extérieurs au pays et la police sur ce point reste très prudente, c'est un signe. Ce matin également, le gouvernement a donné l'ordre à ses policiers d'appréhender par tous les moyens le leader communiste, Santiago Carrillo. C'est un autre signe de la détérioration politique du climat après cet enlèvement. Monsieur Salas, ce matin, le gouvernement a décidé d'arrêter et de localiser surtout le leader communiste Santiago Carrillo. Pour quelle raison, tout d'un coup, subitement? Oui, probablement parce que le kidnapping a été très bien fait. La coïncidence, ça a été fait le jour après que Santiago Carrillo a donné sa conférence de presse à Madrid. C'est-à-dire, c'est la provocation typique. Carrillo parle à Madrid, immédiatement toutes les forces de la droite pensent que ça c'est une violation de la loi espagnole et que c'est intolérable que le gouvernement ait toléré la présence de Carrillo ici. Et le jour après, c'est le kidnapping. Alors c'est une opération pour soulever toute la protestation de l'extrême droite, probablement de l'armée ou d'une certaine partie de l'armée. Et alors, après le kidnapping, les pressions sur le gouvernement probablement ont été énormes pour le forcer à adopter une ligne dure, forte, d'ordre.
Alors il a été obligé de prendre cette décision au moment de l'annoncer. Est-ce qu'à votre avis, il y a encore une possibilité pour que le référendum n'ait pas lieu? Ou ça ne va pas exclu? J'espère que non. La capacité de barbarité, c'est pas encore fini. C'est-à-dire une bombe dans les métros, ça serait horrible. L'apparition de Auriol totalement détruit physiquement, ça poserait un énorme problème. Est-ce que ce soir, on peut exclure l'assassinat de Auriol ou pas? Je ne l'exclurai pas. Non. C'est possible? C'est très possible. Même 3 jours avant le référendum? Et même le jour de référendum, le jour avant. Ça serait un joli coup. Si on essaye réellement d'arrêter notre marche vers la démocratie, ça serait un joli coup. Voilà, passons une frontière dans la péninsule ibérique. Nous sommes au Portugal. Là, c'est un lendemain d'élection et Mario Soares se frotte les mains. Son parti, le Parti Socialiste, s'est très bien comporté. D'une façon générale, d'ailleurs, ces élections prouvent la stabilité de l'électorat socialiste et centriste. Cela dit, Álvaro Cunhal, lui aussi peut se montrer satisfait. Le Parti communiste a remonté. C'est une victoire importante, déclare Mario Soares aux journalistes, alors que le dépouillement se poursuit. Avec 35% des voix, le Parti socialiste retrouve ses suffrages des élections législatives du mois d'avril. C'est donc un succès, compte tenu des mesures d'austérité adoptées par l'équipe gouvernementale de M. Soares. Álvaro Cunhal est lui aussi satisfait. Le front électoral constitué autour du Parti communiste progresse nettement. Il obtient près de 20% des voix, alors que le candidat du PC à l'élection présidentielle portugaise avait recueilli moins de 8%. Autre caractéristique de la consultation, la stabilité des partis du centre et un taux d'abstention jamais atteint dans les scrutins précédents, plus de 35% des inscrits. Enfin, Lisbonne et Porto, les 2 municipalités les plus importantes du pays, seront dirigées par des élus socialistes. C'est sûr, il n'y aura plus de géants dans la course transatlantique en solitaire, c'est ce que vient de décider l'organisateur anglais. Ça signifie que si les règlements de la prochaine course avaient été appliqués cet été, pas plus de 18,50 m, Alain Colas n'aurait pas eu le droit de se présenter au départ, pas plus d'ailleurs qu'Éric Tabarly, Fauconnier et d'autres favoris de la course. Ce qui paraît étrange, c'est qu'ainsi tous les Français qui avaient une chance auraient été éliminés. Alors y aurait-il absence de fair play? Des Français se sont presque aussitôt décidés à organiser une course parallèle. Décision raisonnable peut-être, mais l'intérêt principal de la Transat, c'était justement d'être une course à part, un peu folle. Et c'est ce qui faisait son succès. L'Atlantique, un homme, un bateau, au départ l'idée d'un colonel anglais, Blondie Hasler. À la première édition en 1960, 5 concurrents. En 1976, près de 150. La simplicité du règlement de cette course lui avait amené le succès populaire, ce que n'ont jamais connu d'autres épreuves de voile. Moins de 18,50 m en 1980, ça vous intéresse, Alain Colas? Pas beaucoup. Moi, ce qui me passionne, c'est les gros bateaux, parce que ça représente un engagement physique, un engagement sportif très important, et puis aussi parce que c'est la voie du progrès. Se brider à l'intérieur d'une règle, bon ben c'est ce qu'on fait volontiers dans le yachting traditionnel, dans les 1001 courses qu'il y a de par le monde au cours du programme de l'année. Cette épreuve-là était l'unique occasion de développer des prototypes. On la supprime, c'est un peu comme si dans le sport automobile on supprimait la Formule 1 en 24 heures du Mans. Les Anglais ont la réputation d'être sportifs. Aussi, cette nouvelle réglementation ne peut être imputée au fait que la Transat est la seule épreuve de voile où ils sont dominés par les Français. Le trop grand nombre peut-être, mais dans l'édition 76, les 2 navigateurs disparus en mer étaient 2 marins confirmés. Alors, eh bien, ce sont les Français qui vont peut-être prendre l'idée d'Hasler. Ainsi, Michel Etévenon, qui a déjà participé au financement de nombreux voiliers de course. Depuis 6 mois, des organismes m'avaient demandé de me pencher sur l'organisation d'une grande course française et j'hésitais beaucoup à passer de l'autre côté. Mais l'intérêt du public allant toujours vers ceux qui innovent et qui vont de l'avant, je n'hésite plus. Je vais m'employer désormais à tenter de mettre sur pied l'organisation pour novembre 1978 d'une course transatlantique réservée aux bateaux, par exemple à partir de 18,50 m, et où seul le moteur sera interdit. Elle partira de France. Elle partira de France, mais nos amis britanniques y seront bien entendu les bienvenus.
Dans la transat anglaise de 1980, la compétition sera sans doute moins inégale, plus d'excès. Les bateaux seront très proches les uns des autres, moins nombreux au départ. Mais est-ce suffisant? Cette année, en juin dernier, ce n'est pas le plus gros qui a gagné, c'est Eric Tabarly, avec les 20 mètres de Penwick 6. Et le deuxième n'était autre qu'un modeste trimaran de 9,75 m, la largeur du 4 mâts d'Alain Collin. La mer égalise souvent les chances, et dans une épreuve en solitaire comme la transat, elle fait la différence. C'est une véritable guerre économique qui vient de s'engager entre l'Europe et le Japon. À l'instant, j'apprends que la commission de la CE, l'Europe des Neuf, met au point des mesures de rétorsion qu'elle pourrait appliquer au Japon s'il continue à monopoliser le marché mondial des bateaux. Valéry Giscard d'Estaing lui-même disait hier que 90% des commandes nouvelles de bateaux ont été placées dans les chantiers navals du seul Japon l'année dernière. De là, le problème numéro 1 des chantiers navals français. De là notamment ce conflit de Saint-Nazaire que nous avons évoqué en début de journal. C'est un dossier qu'il fallait ouvrir et c'est ce qu'a fait pour nous François Cornet. Bateaux sans emploi. L'armada des laissés pour compte dans les fjords de Norvège. On leur avait pourtant souhaité comme à tous bon vent et bonne mer à ces géants, avant la crise du pétrole de 1974. Aujourd'hui, ils sont en chômage depuis près de 2 ans. Pétroliers à vendre, 4 fois moins cher que leur coût de construction, mais personne n'en veut. Alors, comme le France au fond du port du Havre, ils se rouillent, dans les eaux de Norvège ou d'ailleurs, témoins d'une ère aujourd'hui révolue, celle de la croissance économique rapide et ininterrompue. Le surplus de pétroliers mobilisé dans le monde est considérable. 55 millions de tonnes, l'équivalent d'une centaine de supergéants comme le Bacillus, le plus grand des plus grands actuellement en service avec ses 550 000 tonnes à pleine charge. 55 millions de tonnes de surplus, en 1976, 1977 et 1978, on enverra chaque année 12 millions de tonnes à la casse. Mais ces retraits ne suffiront pas à assainir le marché. Les chantiers navals dans le monde ont encore à livrer d'ici à 1978 80 millions de tonnes de pétrolier. Alors, si le transport maritime reste figé, comme en ce moment, ce n'est pas l'équivalent d'une centaine de superpétroliers de 550 000 tonnes qui sera en chômage, mais le double. Oui, une page a été tournée pour la construction navale dans le monde. Et dans la meilleure des hypothèses, la reprise des commandes n'interviendra pas avant 1979. Aujourd'hui, c'est la guerre entre tous les chantiers du monde. La récession a fait passer la France de la 4e à la 6e place dans le classement des constructeurs, derrière le Japon, la Suède, l'Allemagne fédérale, le Royaume-Uni et l'Espagne. Le carnet de commandes des chantiers français portait sur plus de 6,5 millions de tonnes avant le relèvement du prix du pétrole. En 2 ans, il a chuté de moitié. Tous les chantiers navals ont été affectés par la crise, mais la France peut-être plus que d'autres. Principal ennemi, les Japonais. Dans les toutes récentes semaines, ils ont en pratique, grâce à une politique de rabais de prix considérable, jusqu'à 30 ou 40% en dessous des prix européens, ils ont réussi à prendre, dans certains cas, plus de 90% des commandes présentes sur le marché. Les Japonais raflent actuellement 90% des commandes mondiales de navires. Leur part dans la construction navale était traditionnellement de 50%. Ils se sont armés contre la crise en cassant les prix. Et leur objectif est de porter la production de leur chantier à 6,5 millions de tonneaux en 1980, ce qui représenterait près des 3/4 de la demande mondiale à cet horizon. En attendant, la situation se dégrade dans tous les pays européens. Les essais de concertation entre constructeurs ont donné jusqu'à maintenant de très maigres résultats. Devant ce déséquilibre, les pays du marché commun ont demandé aux Japonais de réduire leur construction navale. Si cette demande n'était pas satisfaite, les neufs pourraient alors prendre des mesures de rétorsion et de protectionnisme à l'égard du Japon. À Tokyo, on a pris la menace très au sérieux. Le gouvernement s'est réuni à la fin du mois dernier pour étudier cette demande, mais il n'a pas encore donné sa réponse. Comme dans les autres pays de la communauté européenne, les responsables des chantiers français sont inquiets. Ils emploient actuellement 30 000 personnes. Ils se sont efforcés à l'époque du Vaugras de répondre à la demande face à l'accroissement du commerce international, notamment dans le transport pétrolier. Aujourd'hui, le tassement des échanges a brutalement renversé la situation. Les chantiers sont suréquipés
et l'avenir s'annonce plutôt sombre. Le carnet de commandes de la construction navale française devrait assurer le plein emploi jusqu'en 1978. Mais au-delà de cette date, c'est l'inconnu. Les chantiers français demandent l'aide de l'État pour survivre. Les armateurs, pour leur part, essaient de jouer la solidarité, mais ce n'est pas toujours facile lorsque leurs besoins sont pratiquement néants et que les navires français coûtent parfois le double de ceux des constructeurs japonais. Avec des écarts de prix qui actuellement sont de l'ordre de 30 à 100%, si on nous obligeait de commander dans des chantiers français, il n'y aurait tout simplement pas de commande du tout. Le transport maritime, lui aussi, est en sérieuse difficulté. Les armateurs français passent la moitié de leurs commandes à l'étranger, notamment au Japon, simplement parce qu'ils paient leurs bateaux moins cher. Si on les oblige à acheter totalement français, ils ne passeront plus de commandes du tout. Construction navale française, marine marchande en difficulté, deux raisons profondes liées à la conjoncture économique mondiale. Des navires plus chers que ceux des autres constructeurs et une flotte de 500 bateaux mal adaptés au développement de nos échanges internationaux. Le commerce extérieur de la France vient en 4e position dans le monde, alors que notre marine marchande arrive seulement au 9e rang. Oui, un dossier qui sera d'ailleurs évoqué après-demain au Conseil des ministres. Avant de nous quitter, puisque nous avons parlé tout à l'heure des programmes de fin d'année, je voudrais vous annoncer qu'à partir de jeudi, chaque jour, Antenne 2 et Jacques Chancel porteront leur regard sur les chefs-d'œuvre du Louvre, une émission quotidienne à 19h45, juste avant la caméra invisible. La météo, pour terminer, vous avez pu le constater, il a encore fait assez froid aujourd'hui. Demain, le temps sera très nuageux et brumeux sur le nord. Sur la moitié sud, des prévisions un petit peu plus encourageantes avec des éclaircies annoncées. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal en notre compagnie. Au nom de toute la rédaction de la 2, je vous souhaite une très bonne soirée. Tout de suite, le rappel des titres. Bonsoir. Les syndicats organisent l'action contre le blocage du pouvoir d'achat. 1 041 000 chômeurs en novembre. 48 heures avant le référendum, toutes les provocations sont possibles. Les Anglais changent le règlement de la Transat, plus de monstres et moins de participants. Dernier journal, 23h25.